D'abord, l'affaire du jeune sapeur-pompier mort durant une formation. Le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, annonce une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Le certificat de genre de mort, en effet, a indiqué des blessures et des fractures, notamment au niveau des côtes. Un document qui vient donc conforter la position de la famille, contrairement à la hiérarchie qui avait avancé une mort naturelle. Par ailleurs, Sidiki Kaba annonce la libération dans les prochaines semaines de 800 détenus des prisons du Sénégal pour bonne conduite. C'est dans le cadre de l'utilisation de la libération constitutionnelle, une démarche qui va contribuer à décongestionner, selon lui, le milieu carcéral sénégalais. Le ministre a annoncé également d'autres mesures dans ce sens. Il a inauguré aujourd'hui le nouveau palais de justice de Thiès. Fin de la session budgétaire 2014, 2732 milliards de francs CFA. Les députés ont également approuvé le programme triennal d'investissement public, plus de 3 000 milliards, enveloppe qui permettrait, selon le ministre de l'économie et des finances, l'atteinte des objectifs de croissance. Les parlementaires ont par ailleurs interpellé le ministre sur la pertinence du plan Sénégal émergent. Mardieng Chérif Dia, compte rendu. Même si les députés ont approuvé à la majorité le projet de loi portant sur le programme triennal d'investissement d'un coût de 3 467 889 000, certains d'entre eux ont émis des réserves sur la pertinence du plan Sénégal émergent. Ce plan Sénégal émergent nous pose beaucoup de problèmes, étant donné que c'est une étude. Donc on a acheté une vision qui n'est pas la nôtre et qu'on veut mettre en action. Ce PTIP, monsieur le ministre, ressemble dans un mimétisme qui ne dit pas son nom au précédent, à l'exception de deux rajouts, de deux objectifs stratégiques, atteinte d'une productivité développante et l'instauration de la paix, la stabilité, la sécurité et l'intégration. Mais les objectifs contenus dans ce PTIP n'ont rien à voir avec la stratégie nationale de développement économique et social, comme l'ont dit certains. Il y a trop de documents. Sans compter le plan Sénégal émergent dont on dit qu'il a englouti 2,5 milliards. Le PTIP n'a jamais été aussi transparent que celui étalé entre 2014 et 2016, selon Amadou Ba, qui est encore revenu sur la nécessité, à ses yeux, d'élaborer le plan Sénégal émergent. Nous avons montré que ce nouveau PTIP, aujourd'hui, met en œuvre la vision du président de la République. C'est pour 1078 milliards de nouveaux projets inspirés par le président de la République, et c'est 263 projets, soit le tiers du PTIP. Le reste concerne des projets qui ont été renforcés dans le domaine agricole, parce qu'aussi un pays, quand on arrive à la tête d'un pays, on ne peut pas tout effacer. Non, vous trouvez une autoroute en chantier, vous êtes obligé de continuer l'autoroute. Il y a des programmes et des projets sur lesquels l'État s'est engagé. Naturellement, il y a eu beaucoup de programmes, beaucoup de projets qui ont été abandonnés. Le ministre de l'économie et des finances voit une complémentarité entre la stratégie nationale de développement économique et social et le plan Sénégal émergent qu'il compte présenter au groupe consultatif prévu à Paris en fin février 2014. Ce n'est pas avec une croissance de 5% qu'on va transformer radicalement la vie des Sénégalais. Et l'ambition du président, c'est d'aller vite. Il faut qu'on transforme. Et c'est là où est née l'idée d'un plan émergent. Nous avons une stratégie nationale de développement économique et social qui est la vision que nous mettons en œuvre aujourd'hui et que nous mettrons en œuvre jusqu'en 2017. En 2007, lorsqu'on allait au groupe consultatif, on avait notre document de politique économique qu'on avait présenté, mais la SAIA venait de naître. On est exactement dans la même situation. Aujourd'hui, nous allons aller au groupe consultatif avec la SNDS, mais qui va être renforcé par le Sénégal émergent. La clôture de la session budgétaire a été l'occasion pour le ministre de l'économie et des finances d'annoncer que le Sénégal est passé du statut de pays moins avancé au pays à revenus faibles. La loi de finances 2014 a été arrêtée à plus de 2732 milliards de francs CFA au moment où le budget du ministère de l'économie et des finances se chiffre à plus de 167 milliards de francs CFA. Beaucoup de Sénégalais ne sont pas trop au courant du déroulement de ce marathon. En revanche,
ne s'y intéresse pas forcément de près. Les différentes enveloppes accordées au ministère ne leur échappent pas et les avis là-dessus sont plutôt partagés. Mohamed Djeng, Fatou Kinedem. Une grande information là-dessus. Comme beaucoup de Sénégalais, il ne suit pas la session budgétaire. Par contre, cet étudiant a eu l'information de la hausse du budget du ministère de l'Éducation. Il y a le problème de recrutement des sortants de la FASTEF. Moi, j'aurais voulu qu'il essaye de prendre sur cette augmentation, qu'il profite de cela pour essayer de régler le problème des sortants de la FASTEF. J'ai entendu que le ministre dire que maintenant le budget qui est alloué aux IDEN devait être transféré au niveau des écoles, des écoles compétentes. Ça, je suivais, c'est une bonne chose. Les avis sont partagés. D'autres pensent que le ministère de l'Éducation est privilégié. Malgré tout, le système éducatif est toujours dans un tourbillon. Bon, l'éducation, je dirais que vraiment, ils ont été trop gâtés. Hein? Ils ont été trop gâtés. Chaque fois, ils posent problème. Je pense qu'on ne peut pas prendre tous les budgets et orienter ça vers l'éducation. Il y a d'autres ministères qui ont besoin d'être augmentés aussi. Il y a des ministres clés qu'il faut vraiment augmenter leur budget. Par ailleurs, il y a des ministères à favoriser compte tenu de l'importance de leur mission. Le ministère des Forces armées. Le ministère des Forces armées, parce que bon, c'est ce ministère qui assure la sécurité des personnes et des biens. Le budget de la formation, recherche, doit être augmenté aussi, c'est un secteur important. Je vois que ces secteurs-là sont des secteurs importants, doivent avoir un budget un peu plus élevé, c'est ça. Le passage des ministres à l'Assemblée nationale prend fin ce lundi. Les députés ont presque voté à l'unanimité les différents budgets accordés au ministère. Connaissent-ils la teneur des différents programmes qu'il approuve? C'est la préoccupation de beaucoup de citoyens. C'est du n'importe quoi qu'on nous amène au niveau de l'Assemblée nationale. Ils se donnent des coups de poing. Il faut disciplinement. Ils ne maîtrisent pas l'ensemble des données des ministères de la jeunesse. Par exemple, je prends un exemple, le ministère de la jeunesse. Pour pouvoir discuter là-dessus, il faut connaître le ministère. Connaître les aboutissants, leurs besoins. Mais c'est des députés qui ne parlent que de politique. Parce que ça, il y a le bail, il y a des trucs, Assemblée nationale toujours avec la dépénalisation du délit de presse. Beaucoup de députés s'y opposent, ce qui bloque du coup l'adoption du code de la presse, un blocage qui risque de retarder les préoccupations de la corporation, prise en charge tout de même par ce code. C'est le sentiment de plusieurs professionnels que nous entendrons avec Daouda Sow et Kolo Cissé qui les ont rencontrés. La campagne arachidière a démarré aujourd'hui lundi avec tout de même un hic. Les huiliers qui recusent le prix fixé par le gouvernement du Sénégal. Le ministre de l'économie rassure et s'engage à régler les arriérés et accompagner l'achat des semences. Amadou Ba qui estime le tout à près de 20 milliards de francs CFA. Écoutez-le. On vient de débloquer ce matin 9 milliards pour payer les arriérés et 11 milliards sont prévus pour acheter 50 000 tonnes de graines d'arachide. Les huiliers, en tout cas jusqu'à ce matin, n'ont pas encore répondu. Nous avons pris toutes nos dispositions pour pouvoir acheter et stocker les graines. Les discussions avec les huiliers vont continuer cet après-midi même. Je dois en rencontrer certains pour voir un peu quelle est la pertinence du problème qu'ils posent. Mais l'État n'entend pas revenir sur le prix qui a été fixé, non. Maintenant, s'agissant de la politique de subvention, ce n'est pas une question très simple. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, que le pouvoir d'achat soit totalement transféré aux paysans. Voilà un peu la volonté clairement exprimée par le gouvernement sur la campagne arachidière. Sur le terrain, le démarrage de cette présente campagne arachidière est plutôt timide. À Kolda, par exemple, aucune disposition sur les points de vente et de collecte. Les producteurs non plus, pour la plupart, ne sont pas prêts. Abdoulaye Diallo. De la campagne de commercialisation de l'arachide est morose à Kolda. Les points de collecte ne sont même pas aménagés. Les paysans n'ont pas encore fini avec les travaux champêtres. Pour le moment, aucun acte n'est posé pour la campagne arachidière.
Complètement sale, il n'est pas désherbé ni rien. On voit qu'un signal qui nous montre qu'il y aura la campagne affiliée. Il y a d'autres qui sont prêts, il y a d'autres qui ne sont pas prêts parce qu'il y a du retard de semis. Avec ce retard-là, ça a eu Si certains parmi eux déterrent leurs graines, d'autres sont en train de battre leurs arachides. Pendant que les points de collecte attendent d'être aménagés, des opérateurs privés avaient déjà anticipé la campagne en déposant de l'argent auprès de certains paysans pour acheter les premiers graines à un prix allant de 100 à 150 francs le kilogramme ou bien un sac de 50 kg à 5000 francs. Les commerçants ont déjà déposé de l'argent pour acheter des arachides dont le kilogramme varie de 100 à 150 francs. Si tu as un besoin urgent tel qu'une maladie donne de tes enfants, tu es obligé de bazarder tes arachides à ces prix et aller soigner ton enfant. Mais à cause du faible poids qui caractérise les arachides de la présente campagne, les paysans de Kolda ne partagent pas le prix du kilogramme d'arachide à 200 francs. Donc parmi eux ont proposé un prix de moins de 225 francs. À défaut de cela, ils vont livrer leurs graines à l'opérateur qui offrira le meilleur prix. Sénégal Airlines dans une zone de turbulence qui menace la vie de l'entreprise. Le processus de recapitalisation bat de l'aile. Le comité d'entreprise explique la situation jugée périlleuse par le non-respect jusque-là de l'engagement de l'État du Sénégal. Ses membres souhaitent dans les meilleurs délais rencontrer l'autorité, le ministère de tutelle. Ils ont rencontré la presse, ces membres de ce comité ont rencontré la presse en fin de journée. Écoutez. Aujourd'hui traverse une zone de turbulence, c'est-à-dire traverse une période assez difficile. Et aujourd'hui, cette compagnie existe depuis 3 ans. Et nous, le personnel, nous avons été un personnel, pas observateur, mais conciliant. Nous avons fait confiance à la direction générale pour mener à bien le développement de Sénégal Airlines. Nous faisons toujours confiance à l'État sénégalais aujourd'hui qui est majoritaire et nous avons toujours fait des actions mais dans la plus grande discrétion, dans le but de faire avancer et développer ce pavillon national. À l'urgence, il faut savoir que la compagnie Sénégal Airlines a été auditée il y a de cela quelques mois et il y a évidemment un résultat qui tombe. Je ne pourrais pas être long concernant ce résultat parce que je ne détiens pas les tenants et les aboutissants de ce résultat. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire quelles ont été les conclusions des travaux de cet audit. Ce que je sais, c'est que les différents actionnaires, les différents partenaires, administrateurs ont aujourd'hui ce document-là. Nous l'avons réclamé, malheureusement, nous ne l'avons pas. Ce que nous fustigeons d'ailleurs. Et ce qui se passe, c'est que nous sommes arrivés à une situation à laquelle aujourd'hui, si cette compagnie n'est pas vite restructurée, aujourd'hui, quand je dis restructurée, c'est une restructuration totale, à tous les niveaux. Mais surtout, financièrement, cette compagnie risque d'arrêter ses activités rapidement. Les obsèques de Nelson Mandela demain mardi au Soccer City Stadium. Plus de 70 chefs d'État et de gouvernement seront à la cérémonie. Le président sénégalais Macky Sall a quitté Dakar avec une forte délégation pour Johannesburg. Le leader de la lutte contre l'apartheid décédé jeudi. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Pour démarrer cette page des sports, le tournoi du Parlement. Avec la 3e victoire d'affilée pour Djambar dans ce tournoi, l'Institut Djambar a battu en finale le Jaraaf de Dakar sur le 1-0 au stade Demba Diop. Compte rendu signé Abdouaziz Khan Mardieng à la caméra. De 3 pour l'Institut Djambar. Les pensionnaires de Sali remportent pour la 3e fois d'affilée le tournoi du Parlement après cette victoire étriquée face au Jaraaf. Dans un match enlevé et rythmé avec une flopée d'occasions de part et d'autre, les académiciens offrent un récital sur cette action d'école. Finbob déborde côté gauche et centre pour Djoum Sow,
qui remet pour Pascal Diatta qui trouve l'ouverture d'un plat du pied. Mais le Jaraaf ne se désunit pas et à la 23e minute, Babacar Seck a l'occasion d'offrir l'égalisation au vert et blanc sur penalty. Mais sa frappe est trop molle et n'arrive pas à inquiéter Ousmane Mané. Puis c'est au tour d'Ibrahima Diop de constater que le gardien de Djambar est sous une bonne étoile ce dimanche soir. D'abord sur ce duel en 1 contre 1, puis sur cette tête qui s'écrase sur la barre transversale. Djambar, qui avait livré une prestation moyenne il y a une semaine lors du Trophée des Champions face au Casa Sport, a montré un bien meilleur visage au grand bonheur de son entraîneur. On a fait ce qu'il fallait, on a été conquérant à des moments donnés, on a gardé le ballon à des moments donnés, on a eu des occasions, même si on a manqué de lucidité, on n'a pas été un peu dur dans le dernier tiers. Mais l'essentiel c'est voilà, une finale, quand on la joue, il faut la gagner. Et on l'a gagné, donc ça va nous faire du bien au plan mental, ça va nous faire du bien au plan moral. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Et même si Jaraaf a été quand même une bonne équipe dans cette finale-là, ils ont quand même posé beaucoup de problèmes ailleurs. La deuxième période sera moins enthousiaste que la première, mais le Jaraaf poussera jusqu'au bout pour obtenir l'égalisation, mais sans succès, comme sur ce coup franc de Pape Sirédia. Oh, pas de regret. Peut-être on est dessus, mais sur l'ensemble du match, je suis satisfait du comportement de mon équipe et je tiens tout d'abord à les féliciter. Féliciter aussi le vainqueur. Je pense qu'il y a eu beaucoup de baraka aujourd'hui. C'est ça le foot. Il y a eu dans le contenu de bonnes choses sur le plan offensif. Peut-être par manque d'attention en début de match, on a pris un but. Mais au vu de l'ensemble de la prestation, en tout cas de notre équipe, je pense qu'on ne peut que dire qu'on est dessus, mais pas de regret. En match pour la 3e place, le Casa Sport a étrié Cabral de Vélingara sur le score de 5-0. Et à une semaine de la reprise du championnat, Djambar, Jaraaf et le Casa Sport semblent déjà prêts pour un marathon de 26 tours. Et ça promet. Nous restons avec la Coupe de l'Assemblée nationale. Le Casa Sport s'est adjugé la 3e place devant Cabral de Vélingara. Score de 5-0 pour le club du Sud. Nous suivons Abdourahmane Baldé, l'entraîneur de Cabral, ainsi que Ibrahima Diarra du Casa Sport. Cet après-midi, c'est pas un résultat qui peut glorifier. Bon, on s'est entraîné, on a vu qu'on a eu de bonnes choses, et chez nos adversaires et chez nous-mêmes. Donc nous aussi, on a d'autres choses à faire pour travailler à l'entraînement. Nous sommes toujours prêts à changer notre groupe quand il le faut et à tout moment. Donc on a senti qu'aujourd'hui, ces gens qui devaient jouer et on les a fait jouer. Le Cabral, c'est sa première fois d'accéder en Ligue 2 professionnelle. Ceci montre qu'on doit se remettre au travail. On doit beaucoup travailler sur le plan mental surtout et sur le plan physique, tactique, tout cela. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile d'accéder en Ligue 2 professionnelle et venir imposer sur de grandes équipes comme Djambar, comme Casa Sport, Jaraaf. Vraiment, on n'a pas démérité. Les joueurs, ils ont eu un bon comportement dans le terrain. Vraiment, je suis vraiment conscient de cela. Et je souhaite vraiment pour que le championnat débute très bien dans de très bonnes conditions. Nous passons au Navétane avec le champion de Ouakam qui n'est toujours pas connu. Les finalistes de la zone 5, ASC Mérina, ASC Giacarlo, ont concédé le nul en finale 1-1 hier au stade de Ouakam. Les tirs au but qui devaient les départager n'ont pu se tenir. Cheikh Sadibou Diarra, Alioune Diagne. Tout est à refaire. Pourtant, la finale du championnat navétane des ASC de Ouakam s'annonçait belle. L'initiative sous le parrainage du conseil des notables de la localité avait de multiples enjeux. L'initiation de ce tournoi, nous sommes prêts, nous n'allons pas aller loin pour trouver un parrain. D'autant plus que ce moment coïncide avec la réunification des notables du village. Donc on est allé prendre les Jaraaf pour qu'ils soient le parrain de cette finale. Donc, de passage, je vais remercier les notables de Ouakam pour tous les moyens pour la réussite de cette finale. Ils nous ont
donner 500 000 francs à la zone, 100 000 francs à tous les ASC, plus ce joli trophée, plus le jeu d'équipement. L'ASC gagnante aura 250 000 francs, le vainqueur aura 100 000 francs plus un jeu d'équipement. Pour ce tournoi, nous l'avons placé sous le signe du fair play et de la sportivité. C'est pourquoi nous avons lancé les ASC de passer dans le fair play. Les protagonistes de la finale, l'ASC Mérina en noir et l'ASC Jakaarlo en bleu, affichaient leurs motivations. Si on n'avait pas confiance, on n'allait pas faire le déplacement. C'est parce qu'on a confiance, c'est parce qu'on a commencé un boulot depuis le début. Le boulot commence à se terminer de la plus belle manière avec 2 finales à l'appui. Donc on peut dire que le moral est au beau fixe. liggéey nañu loo xam ni que match bi amuñu si benn lu ñuy ragal wala lu ñuy tiit quoi inchallah yàlla dinañu may ndam soobee suñu borom quoi. Au coup d'envoi de la rencontre donnée par les Jaraaf, les deux équipes observent un round d'observation, puis l'ASC Mérina domine la partie et ouvre le score à la 38e minute par leur virevoltant attaquant Mori Samb. 1-0 à la pause. À la reprise, Mérina domine toujours mais n'a pas marqué le deuxième but. Puis elle va même encaisser un but signé François Diokh à la 88e minute. Un but partout à la fin du temps réglementaire. Une séance de tirs au but doit les départager. Elle n'aura pas lieu à cause de la pénombre et de quelques échauffourées. Normalement, on devait faire la séance des tirs au but parce que c'est un championnat. Donc le temps ne nous permettait pas de commencer les tirs au but. Donc même si on commençait, ça ne pouvait pas se terminer parce qu'il n'y a pas de projecteur dans ce stade. Donc c'est pour cela qu'on a amené le match en deuxième édition que nous allons jouer ultérieurement. Il sera difficile de trouver la date de cette deuxième édition dans l'agenda de la zone 5 avec la finale de la Coupe du Maire prévue le 17 décembre prochain et la cérémonie de Sargal du vin. Cher Sadibou Diarra, la zone 4B connaît son champion. Yonundam de Liberté 5 a battu Walidan de Derklé samedi au stade Demba Diop. 0 partout à l'issue du temps réglementaire. Les tirs au but favorables à Yonundam, 4-1. C'était donc samedi au stade Demba Diop où les cadets de Yogo, toujours de Liberté 5, Yogo a battu, les cadets de Yogo ont battu Djubo de Khariala, 1 partout au temps réglementaire, tir au but, 3-2. Et puis les 3 finalistes du Ballon d'Or connus, Ronaldo, Messi, Ribéry, sans surprise, leur gagnant sera connu le 13 janvier prochain. C'était là l'essentiel pour le sport, Khalifa Diakhaté. Merci Pape Abdoulaye. Dans un peu moins de 3 minutes, notre invité de cet entretien éclair, Mamadou Lamine Diallo, député à l'Assemblée nationale. Nous parlons ce soir de la session budgétaire 2014 qui a pris fin aujourd'hui et avant qu'il ne s'installe, un coup d'œil sur la 22e édition de la Foire internationale de Dakar. La FIDAK prolongée de quelques jours alors qu'elle devait prendre fin mercredi. Ce soir, nous nous intéressons à la couverture médiatique de cette édition. La presse sénégalaise bien présente au CICES. Certains organes de presse ont même déployé les gros moyens. Abdibi Laye Diop et Nafissatou Silla sont sur place. À cette 22e FIDAK, la presse s'est fortement mobilisée. Beaucoup d'organes ont déployé des équipes et certains n'ont pas lésiné sur les moyens pour une bonne couverture médiatique. Le groupe Futurs Médias n'en est pas à sa première couverture. Depuis 2000, nous couvrons la foire avec la radio. Après, l'Observateur a vu le jour. L'année dernière, on était là avec la TFM. Cette année, on est avec le site internet. Donc, avec nos 4 supports, nous avons déployé des équipes au niveau de la rédaction, des équipes commerciales, des techniciens. En plus de cela, il y a aussi les concerts. Nous faisons des directs à la radio, à la télé, comme au niveau donc, du site, mais c'est un truc en live. L'essentiel pour nous, c'est de mettre l'accent sur les produits sénégalais pour permettre à celui qui est chez lui, une fois à la foire, d'aller directement au stand qui l'intéresse. Nous sommes une vingtaine, techniciens, journalistes y compris. Comme je vous l'ai dit aussi, c'est notre première participation, donc nous nous sommes dit qu'il faut qu'on marque quand même le coup. On pouvait faire comme tout le monde, on pouvait venir enregistrer le journal sur place, l'envoyer à la maison mère pour diffuser. Mais nous nous sommes dit que ça va nous compliquer la tâche. Il serait plus facile de déployer l'équipe
techniques et journalistiques pour assurer la couverture médiatique de la foire. Chaîne de services publics, privés ou même communautaires, tout le monde y a sa place. Chaque organe s'est déplacé avec son département commercial pour faire des affaires. Bon, vous savez que le Sénégalais n'aime pas parler de ses recettes et de ses bénéfices, mais je sais qu'avec toutes les recettes, en tout cas l'idée qu'on a des recettes, on peut couvrir quand même nos dépenses, même si on estime les dépenses à presque une vingtaine de millions. C'est un bilan vraiment satisfaisant, parce que là, on a mis en place de nouvelles émissions qui ont vraiment donné, comme le shopping de Aïni qu'on a lancé cette année, qui est une nouvelle innovation de la RTS. On n'a pas encore fait les comptes, mais quand même on touche du bois, machallah, on s'en sort pas mal, on travaille, on bosse et on fait comme toutes les radios. Si cette édition est rentable pour certains, pour d'autres, ce n'est pas le cas. J'avoue que non. Je tiens aussi à préciser que ce n'était pas vraiment notre objectif principal. L'aspect commercial, bon, nous faisons comme tout le monde, nous démarchons des marchés par-ci, par-là. J'avoue que ça ne marche pas trop. La FEDAC est un événement très important de par son organisation et des difficultés. Il n'en manque pas. Il y a un problème d'organisation. Je pense que ça revient au service de communication du CICES d'organiser certaines rencontres. Vous imaginez, par exemple, on nous dit à 11h, 3 journées. 3 journées, c'est pas facile à couvrir. C'est des ministères, c'est des directions et autres. Et vous savez, donc c'est un matériel à déployer, c'est des moyens humains aussi à déployer, donc c'est pas évident. Et des fois même, c'est des journées, franchement, nous pensons qu'il n'y a pas d'information. Vous allez dans cette journée, vous couvrez la journée, vous revenez, mais le reporter vous dit carrément s'il n'y a pas d'information. Et bon, le CICES tient coûte que coûte à ce qu'on couvre des heures. Moi, je pense que pour une prochaine foire, ils devraient vraiment organiser sorte que chaque jour, peut-être une journée. Et malgré tout cela, comme nous faisons tout pour couvrir les événements. Cette édition a été couverte sous tous ses aspects. Malgré les quelques problèmes notés ça et là, le CICES n'a ménagé aucun effort pour renforcer son partenariat avec les organes de presse en les mettant dans de bonnes conditions. Le marathon budgétaire à l'Assemblée nationale a atteint la ligne d'arrivée aujourd'hui. Je vous le disais, avec nous sur ce plateau, le député Mamadou Lamine Diallo, également économiste. Et nous parlons ce soir justement du déroulement de cette session budgétaire 2014. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Aliou. Alors, tout d'abord, vos impressions du déroulement des travaux depuis. Bon, je pense que ça s'est bien passé dans l'ensemble. C'est quand même une épreuve assez difficile, puisqu'il faut rester concentré pendant des heures. Dans une salle où il fait quand même un peu froid, il faut le dire. Je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. En tout cas, moi je voudrais féliciter notre rapporteur général, Abdelkader Mbouch, qui a vraiment fait beaucoup d'efforts par rapport à l'année dernière. On sent qu'il y a une nette amélioration du rapport général et je crois que c'est une bonne chose. Cela dit, naturellement, on n'a pas eu de débat d'orientation budgétaire, comme vous savez. Et on l'avait prévu au mois de juin, ça ne s'est pas fait, ce qui fait que finalement la discussion sur la loi des finances n'est pas très motivante pour les députés dans la mesure où ils n'ont pas d'influence sur le budget en tant que tel. Et donc ils rappellent aux ministres les doléances de leur département d'une part et d'autre part ils discutent un certain nombre de politiques de choix, de politiques que par exemple les ministres proposent. Justement, est-ce que justement l'absence de ce débat d'orientation budgétaire pourrait ou a pu certainement maculer un peu la transparence dans les travaux? La transparence, je ne dirais pas en tout cas. En ce qui me concerne et un certain nombre de députés d'ailleurs, le budget de l'Assemblée nationale en tant que tel n'a pas été transparent. Je le dis en toute honnêteté. Et je pense que l'année prochaine, ils prendront des dispositions pour qu'on respecte le règlement intérieur et qu'on puisse discuter le budget de l'Assemblée nationale. Moi-même, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Je ne peux pas vous donner d'explication et ce n'est pas normal. Je crois que ce n'est pas un problème de transparence, mais c'est simplement la possibilité d'agir. D'agir sur le budget et qui reste véritablement la prérogative totale de l'exécutif. Or, il doit y avoir, à mon avis, des plages de discussion entre l'exécutif et le législatif sur un certain nombre de points. Et je crois que voilà, en tout cas, moi, ce que je ressens cette année. Et bon, j'ai voté le budget, sauf la partie de l'Assemblée nationale, puisqu'il est un peu en ligne. Très bien, mais qu'est-ce qui a pu causer cette singularité cette année d'absence de DOB? D'absence de DOB. DOB? Ouais. C'est quoi DOB? De ce débat d'orientation budgétaire. Ah bon, vous l'appelez DOB. Écoutez, mais je ne vois pas, en tout cas,
Les raisons, c'était programmé d'ailleurs au mois de juin, et puis un beau jour, on nous a dit qu'il n'y a plus de débat d'orientation budgétaire, et nous étions extrêmement déçus, puisque c'est vraiment l'occasion d'échanger avec le ministre des Finances sur les orientations. Très bien. Alors, l'autre question concerne bien entendu le budget qui a beaucoup évolué au fil des années. Sous Diouf, de manière générale, ça a tourné autour de 600 milliards de francs CFA. Sous Wade, on est arrivé à 2000. Là, on frise les 3000. À votre avis, qu'est-ce qui expliquerait cela, alors qu'il y a une certaine aberration par rapport au levier de l'économie qui rame, comme l'agriculture, comme l'industrie, comme le tourisme, par exemple? Oui, non, mais d'abord, il y a un problème technique, parce qu'il y a eu, à partir des années 2000, une modification de la nomenclature budgétaire. Quand on dit aujourd'hui que le budget est à 2700 milliards, en fait, c'est 1500 milliards à peu près de ressources, de recettes fiscales. Le reste, ce sont donc les emprunts qui tournent autour de 500 milliards, qui sont comptabilisés aujourd'hui dans les ressources budgétaires, alors que du temps du président Diouf, ce n'était pas le cas. Donc il faut peut-être pouvoir comparer. Les 600 milliards du temps de Diouf se comparent aujourd'hui à peu près aux 1500 milliards. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et ça fait une progression de l'ordre de peut-être 7-8% par an, selon les années. Et c'est un peu normal, puisque de toute façon, l'économie du Sénégal croît, un rythme peut-être pas rapide, c'est ça le fond du problème. Mais l'économie croît, dans le pire des cas, on est à 2,5%. Et quand c'est favorable, on a été sur un plateau de 5% à partir de 95, et on est descendu à partir de 2006 à un plateau de 3,5%. Et la question aujourd'hui est de pouvoir aller plus loin. Tout le monde se demande pourquoi on ne peut pas aller plus loin, puisqu'il y a d'autres pays africains qui arrivent, il y a des pays émergents, etc., qui sont arrivés rapidement. Et donc, c'est là le fond du problème. Alors, à quel moment est-ce qu'on pourrait compter sur autre chose que les recettes fiscales, par exemple, sur l'agriculture et d'autres secteurs? Dans tous les cas, pour le budget de l'État, il faut des recettes fiscales. Il faudrait qu'il y ait un développement de l'économie agricole, de l'industrie en particulier, et à partir de là, l'État va tirer ses ressources. D'une part avec la TVA, mais également parce que les individus deviendront plus riches, paieront également des impôts pour pouvoir donc alimenter la caisse de l'État. Ça, il faut que ça soit très clair. Le niveau fiscal aujourd'hui au Sénégal n'est pas relativement bas, 18%. En fait, si on veut être émergent, on est autour de 30%. Ça veut dire, en face de ça, il faut des investissements de l'État dans un certain nombre de domaines, des infrastructures, l'énergie, la santé, l'éducation en particulier. Tout cela donc demande des ressources. Alors très rapidement, nous allons terminer sur deux points. D'abord, ce plan Sénégal émergent qui a alimenté une certaine polémique. Quel est votre point de vue là-dessus? Oui, bon, moi je pense que quand on passe de Yonu Yokouté à Stratégie nationale de développement économique Sénégal émergent, bon, beaucoup de gens se demandent, mais en fait, où va-t-on? Donc, c'est comme chaque année, on amène également un nouveau plan. On explique qu'effectivement, ce sont des précisions qui sont apportées par rapport au Yonu Yokouté et à la stratégie. Mais dans le fond, moi, le gouvernement reconnaît en tout cas ce que j'ai toujours dit, c'est qu'avec la situation actuelle, si on assainit, c'est-à-dire on évite le gaspillage du régime précédent, on réoriente les investissements, plutôt les dépenses vers les investissements, au mieux, à 5% de croissance économique. Alors, toute la question est de savoir comment passer à un autre plateau. 7%, 9%, 11%. C'est ça l'enjeu. Il fallait le reconnaître dès le début. C'est maintenant, je pense que le gouvernement le reconnaît. Le ministre des Finances l'a bien dit clairement. Il s'agit de passer à un plateau de 7%. Très bien. Maintenant, on va voir comment on va y aller. Très bien. Alors là-dessus, il y a cette dénonciation de l'exportation de l'expertise pour la conception de ce plan. Oui, c'est vrai que, bon, là-dessus, il y a eu beaucoup d'échanges, mais enfin, en tout cas, c'est le cabinet McKinsey qui a fait l'étude. C'est un cabinet réputé qui l'a fait pour le Maroc, pour d'autres pays, qui a même fait une étude récente pour l'Afrique. En fait, c'est un cabinet privé qui a des objectifs privés. Et naturellement, le cabinet, apparemment, selon le ministre, s'est appesanti sur des études et des compétences sénégalaises, mais y compris des compétences sénégalaises de la diaspora. Il n'en reste pas moins vrai. C'est un cabinet privé qui a fait cette étude-là. Maintenant, en tout cas, on verra le contenu de ce qu'il nous propose. Apparemment, ils ont 23 projets qui doivent changer la face du Sénégal. Voilà, nous sommes rattrapés par le temps. En revanche, il faudrait qu'on parle de ce point, la dépénalisation du délit de presse qui bloque, dont la désapprobation par les députés bloque un peu l'adoption du code de la presse. Comment, selon vous, contourner cette difficulté?
Écoutez, moi je crois que dans cette affaire-là, il y a, et ça me donne l'occasion de parler de Mandela, quand même, qui est le noir le plus respecté aujourd'hui. Vous allez en Angleterre, il a une statue. Et donc, c'est sa force morale. Oui. Et dans cette affaire-là, je crois qu'on a besoin de créer un climat de confiance entre les journalistes et les députés. Et je pense que c'est important. Les journalistes doivent faire un ajustement, je crois, interne pour rassurer les uns et les autres. Il faudrait pas, à votre avis? Moi, je ne suis pas contre la dépénalisation, mais j'estime que ce qui est important, c'est de rassurer aujourd'hui mes collègues députés, parce qu'ils ont peur des journalistes, et vous avez un pouvoir énorme, vous le savez, et donc vous ne nous donnez pas souvent, de temps en temps, l'impression que vous avez conscience que vous avez un pouvoir aussi important. Merci Mamadou Lamine Diallo, député à l'Assemblée nationale, économiste également, leader du mouvement Teki. Excellente soirée sur TFM, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci.